Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène à Bruxelles, l'une des capitales les plus visitées d'Europe. On vient y admirer les somptueux bâtiments du XVIIe siècle de la Grand Place et bien sûr, apercevoir non loin l'incontournable Manneken-Pis. Bruxelles célèbre aussi parce qu'elle est associée à la construction européenne, accueillant ses principales institutions, à tel point qu'on en oublie parfois que derrière la capitale de l'Europe, il y a aussi bien sûr la capitale d'un petit pays stratégique, la Belgique. Ce voisin qu'on ne connaît pas si bien, le plat pays de Jacques Brel, dont on a eu envie de revisiter l'histoire, la géographie, l'économie, les liens avec le reste du monde. La Belgique au carrefour de plusieurs cultures européennes, fragmentées notamment entre ses trois communautés linguistiques, néerlandaise, française et allemande, mais avec un trait d'union qui lie les Belges, en dépit de leur division, leur identité européenne. Sortons nos cartes. Située au nord-ouest de l'Europe et d'une superficie de 30 688 km², la Belgique est un petit État comparable à une région française telle la Normandie. Bordée par la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas et la mer du Nord, avec ses 65 km de côte, la Belgique est surnommée le plat pays du fait de sa très faible altitude. Peuplée de 11,75 millions d'habitants, soit autant qu'en Île-de-France, la Belgique est le troisième pays le plus densément peuplé de l'Union européenne, après Malte et les Pays-Bas. La Belgique est une monarchie constitutionnelle, où le roi n'a qu'un rôle symbolique. Et depuis 1993, c'est officiellement un État fédéral dont le pouvoir est réparti entre l'État, les communautés linguistiques et les régions. La Belgique est découpée en trois communautés linguistiques, on l'a dit, néerlandaise, française et allemande. La région flamande au nord, ainsi que Bruxelles, rassemble 68% de la population, alors que la région wallonne, au sud, en rassemble 32%. On observe une véritable polarisation entre ces régions flamandes et wallonnes dans plusieurs domaines. En ce qui concerne la langue, tout d'abord, en théorie, le pays a trois langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Mais en réalité, chaque région parle sa langue. Seule Bruxelles, la capitale, ville flamande à l'origine, mais francophone à plus de 80%, conserve un statut de bilinguisme. Les divergences entre régions flamandes et wallonnes sont aussi économiques. En effet, sur la période 2010-2021, la croissance moyenne en Flandre s'est élevée à 1,6% par an, ce qui est nettement plus rapide que le 1,1% en Wallonie et le 0,6% à Bruxelles. Et si l'on prend par exemple le marché du travail, en 2023, pour l'ensemble de la Belgique, le taux de chômage est estimé à 5,6%, à 10% dans la région de Bruxelles-Capitale, à 8,3% dans la région de Wallonie et à seulement 3,5% dans la région de Flandre. Par ailleurs, la Flandre représente à elle seule 81% du commerce extérieur de biens belges en 2022, notamment grâce au port d'Anvers, on y reviendra. Ces différences économiques se reflètent aussi dans les taux de pauvreté et dans les finances publiques, ce qui alimente la polarisation politique entre flamands et wallons. En Wallonie tout d'abord, c'est le Parti socialiste qui domine la vie politique. En Flandre, c'est le parti de la Nouvelle Alliance flamande, parti nationaliste créé en 2001 par Bart de Wever. Et les élections législatives fédérales de 2019 ont été marquées par la percée du Vlaams Belang, un parti d'extrême droite prônant l'indépendance de la Flandre. Dans cette Belgique morcelée, il y a aussi le cas particulier de Bruxelles, et plus précisément la région de Bruxelles-Capitale, qui compte Bruxelles, mais aussi les nombreuses autres communes telles Ixelles, Molenbeek ou Saint-Gilles. Alors arrêtons-nous un instant sur cette région belge centrale, seule région bilingue, on l'a dit. En tout, Bruxelles-Capitale compte près de 1 250 000 habitants, soit plus de 10% de la population belge. Malgré un fort taux de chômage, elle constitue le premier bassin d'emploi, notamment dans le secteur tertiaire et plus particulièrement dans les institutions internationales qui emploient 49 000 personnes et génèrent indirectement entre 120 000 et 160 000 emplois. Car Bruxelles est résolument tournée vers l'extérieur. Siège de l'OTAN depuis 1966, c'est aussi et surtout le siège des institutions européennes depuis 1958. C'est là que l'on trouve l'une des antennes du Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen.
à tel point que l'on dit couramment Bruxelles pour parler de l'Union européenne. Si Bruxelles a été retenue comme siège de l'Europe, c'est parce qu'elle était considérée comme un territoire neutre entre les deux grandes puissances européennes que sont la France et l'Allemagne, entre les cultures latines et germaniques. Alors pour bien comprendre pourquoi la Belgique est à l'intersection de plusieurs cultures européennes, il faut faire un peu d'histoire. Si la Belgique est un pays assez jeune, son indépendance a été proclamée en 1830, auparavant, elle a appartenu à presque toutes les grandes puissances européennes, à commencer par les Romains, les Francs et le Saint-Empire romain germanique. Au Moyen Âge, le territoire belge est morcelé en provinces, sous l'autorité grandissante des ducs de Bourgogne. C'est la période où des villes comme Bruges, Anvers, Bruxelles, Louvain ou Gand deviennent de grands centres commerciaux, en particulier basés sur le commerce des draperies flamandes. Le XVe siècle voit la création et l'expansion des premiers centres d'imprimerie depuis Louvain, ainsi que la diffusion du protestantisme naissant. Au XVIe siècle, Charles Quint, roi d'Espagne, puis son fils Philippe II, qui règne sur le territoire, luttent contre le mouvement protestant qui s'étend. 1581, suite à des émeutes, les 7 provinces à majorité protestante obtiennent de l'Espagne leur indépendance et constituent les Provinces-Unies. 1815, c'est la création du Royaume-Uni des Pays-Bas, suite à la chute de l'Empire napoléonien. Mais cette union va voler en éclats le 25 août 1830 et la Belgique prend son indépendance vis-à-vis des Pays-Bas du fait de l'hostilité des catholiques face aux Néerlandais protestants. Dès lors, le pouvoir passe aux élites francophones et le développement de la révolution industrielle profite à la Wallonie, favorisée par ses territoires dotés de charbon et densément peuplés. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation s'inverse avec la fermeture des charbonnages. La Wallonie perd de larges pans de son industrie lourde. La Belgique, pays carrefour des civilisations et des religions, et qui conserve aujourd'hui ce statut en étant un pays au cœur de la mondialisation, pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2021, la Belgique se classe en 2e position des pays les plus mondialisés, juste après la Suisse et avant les Pays-Bas. Et en 2022, la Belgique est au 8e rang mondial des pays exportateurs. En effet, le pays est aujourd'hui au cœur de ce que l'on appelle la dorsale européenne, une zone très dense qui va du sud-est de l'Angleterre au nord de l'Italie. Le pays profite de cette position centrale au cœur des axes européens principaux, y compris les voies navigables. Le port d'Anvers est un symbole de cette centralité belge. Situé sur l'estuaire de l'Escaut, il donne à la fois sur la mer du Nord et sur une interconnexion de canaux qui vont jusqu'en Allemagne et en France. Anvers est le 2e port européen, après Rotterdam. En 2022, près de 240 millions de tonnes de marchandises y ont transité. Mais il y a aussi la face sombre de cette centralité belge. En effet, depuis quelques années, Anvers constitue une place de choix pour les narcotrafiquants, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2023, les saisies de cocaïne atteignent des records, 116 tonnes contre 100 l'année précédente, ce qui correspond à près de la moitié de l'ensemble des saisies de l'Union. La drogue est acheminée depuis l'Amérique latine, où se situent les principaux pays producteurs, Colombie, Pérou, Bolivie. Le produit voyage avec les marchandises, dissimulées dans des doubles fonds, dans les containers transportant bois, bananes, fèves de cacao, vêtements ou engrais, pour être ensuite transformé en Espagne, aux Pays-Bas ou en Belgique même, puis redistribué. Ce trafic s'accompagne de la hausse continue de la criminalité, des règlements de compte et du blanchiment d'argent qui font craindre aux autorités belges que le pays ne devienne un narco-État défini par le FMI comme un État dont toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et par la richesse issue du trafic de drogue. Alors bien sûr, la Belgique n'en est pas là aujourd'hui, mais le projet d'enlèvement du ministre de la Justice par des cartels de la drogue en septembre 2022, déjoué par les forces de l'ordre, a servi de prise de conscience. Enfin, la Belgique contemporaine abrite d'autres réseaux, les réseaux djihadistes.
On s'en souvient, les auteurs des attentats parisiens du 13 novembre 2015 venaient de Molenbeek à Bruxelles. Cet attentat et d'autres ont mis en lumière le rôle de cellules djihadistes basées en Belgique, plus ou moins ralliées à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda. Déjà entre mars 2011 et fin 2015, quelques 500 Belges sont partis de Vilvoorde et de Bruxelles vers la Turquie, puis la frontière syrienne. Ce qui, au regard de la population totale du pays, est considérable. Voilà pour cette visite du plat pays au cœur de l'Europe. La Belgique pleinement insérée dans la mondialisation, pour le meilleur et pour le pire, avec les réseaux de la drogue, les réseaux djihadistes. La Belgique souvent traversée de questionnements identitaires, on l'a vu, de par son histoire et son appartenance passée à plusieurs puissances européennes, mais qui a aussi, de ce fait, une ouverture particulière sur le monde et bien sûr sur l'Europe. Sans surprise, l'Eurobaromètre, qui se penche sur le sentiment des électeurs européens à l'égard de l'Europe, révélait que plus de 70% des Belges étaient certains d'aller voter aux européennes 2024. C'était plus que la moyenne des 27. Et pour comprendre encore un peu mieux cette identité belge si singulière, cet ouvrage de François-Jeanne Dauté, Belgique, l'histoire sans fin. Enfin, nous vous recommandons ce numéro spécial de la revue Zadig, en collaboration avec Arte, dans le cadre des élections européennes, où nous vous invitons à rêver l'Europe. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.